De nombreuses nations cherchent à dominer la scène mondiale et n'ont épargné aucune dépense pour faire progresser la technologie militaire. Les États-Unis d'Amérique en font partie, et à l'intérieur des confins énigmatiques de la zone 51, un groupe de scientifiques exceptionnels a créé une force inégalée qui a captivé l'imagination de nombreux et suscité la curiosité de tous ceux qui en ont entendu parler. Quelles recherches révolutionnaires sont menées derrière ces murs fortement gardés? Cette découverte pourrait-elle potentiellement révolutionner notre monde ou entraîner des conséquences imprévues? Rejoignez-nous pour découvrir les secrets de la zone 51, où des scientifiques ont créé un aéronef UFO si puissant qu'il est impossible à arrêter. En 1989, Bob Lazar est devenu synonyme de théorie du complot et de mystère. Son histoire, pleine de secrets gouvernementaux, de technologies avancées et de dissimulation, a secoué le monde de l'ufologie. Mais qui est Bob Lazar? Il est né le 26 janvier 1959 à Coral Gables, en Floride, et est devenu une figure importante dans la mystérieuse zone 51. Lazar prétendait être physicien et lanceur d'alerte, ce qui en faisait une figure controversée dans le domaine des objets volants non identifiés. La fascination de Lazar pour la science et la technologie a commencé dans ses premières années à Los Angeles, où il a poursuivi sa passion à travers des institutions réputées telles que le Massachusetts Institute of Technology et le California Institute of Technology. En 1989, Lazar révéla un secret choquant. Il avait été recruté pour travailler à S4, une installation secrète près de la tristement célèbre zone 51 dans le désert du Nevada. Lazar prétendait être impliqué dans la rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre lors de son séjour à S4. La nouvelle de ces affirmations provoqua une agitation mondiale et porta la zone 51 sous les feux de la rampe. Lazar, la figure mystérieuse de l'ufologie, déclencha des discussions dans le monde entier après avoir révélé des séquences jamais vues auparavant depuis le cœur de la zone 51. Il prétendait avoir rencontré des êtres d'autres mondes et avoir aidé à démanteler et décoder des vaisseaux spatiaux extraterrestres pendant son temps à la base. Bob Lazar prétendait que le gouvernement américain possédait 9 soucoupes volantes fabriquées par des extraterrestres, dont une sous sa supervision directe. Il affirmait également que les soucoupes fonctionnaient avec l'élément 115, une source d'énergie fossile non officiellement reconnue à l'époque. Les descriptions de Lazar sur le fonctionnement de ces engins et ses affirmations concernant la rencontre de dossiers médicaux d'êtres extraterrestres étaient vives et étonnantes. Cependant, le parcours éducatif et professionnel de Lazar avant son temps à S4 souleva des questions sur la crédibilité de ses affirmations. Certains ont douté de ses qualifications académiques, et son nom doit être retrouvé dans les registres de diplomation d'institutions réputées telles que le MIT ou le Caltech. Malgré la controverse entourant son histoire, l'impact de Bob Lazar sur la culture populaire et la perception du public de la zone 51 est indéniable. Ces révélations ont suscité la curiosité et la spéculation, et son récit reste un sujet de débat continu. Alors que certains croient que l'implication du gouvernement dans les phénomènes extraterrestres est une manœuvre stratégique, rappelant l'utilisation par la CIA d'observations d'OVNI pour dissimuler le développement de l'avion espion U-2 dans les années 1950, l'histoire de Lazar a laissé une impression durable sur le récit de la zone 51. Avant d'explorer les détails captivants, prenons un moment pour fournir quelques antécédents. La zone 51 est une base militaire secrète située dans le désert désolé du Nevada. Cette installation hautement secrète a fait l'objet de nombreuses théories du complot et de recherches militaires secrètes. Elle a aiguisé notre curiosité depuis des décennies, des observations d'OVNI à des phénomènes inexpliqués. L'installation, connue familièrement comme un lieu sur la carte, abrite la base de la force aérienne des États-Unis à Groom Lake, à 85 miles au nord de Las Vegas. Cette base éloignée opère dans un secret profond, utilisant des panneaux d'avertissement, une surveillance électronique et une sécurité armée pour empêcher toute intrusion du public. L'accès par avion est strictement interdit. Malgré la technologie satellite moderne levant le voile du mystère pour révéler la disposition de la base, les installations de la base restent hautement classifiées.
La base comprend des pistes s'étendant jusqu'à 12 000 pieds, l'équivalent de 2,3 miles ou 3,7 km. Deux autres zones militaires restreintes entourent la zone 51. La première est le site d'essai du Nevada, où les États-Unis ont testé des armes nucléaires des années 1950 aux années 1990. La seconde est la plage d'essai et d'entraînement du Nevada, une vaste étendue de terre s'étendant sur plus de 2,9 millions d'acres. L'ensemble de la plage est essentiel au programme d'essais tactiques, de développement et d'entraînement avancé de l'armée américaine. Mais pendant l'été et l'automne de 1957, une série significative d'essais nucléaires atmosphériques a eu lieu au-dessus du sol, dans la plage d'essais et d'entraînement du Nevada. Cette série étendue et complète comprenait 29 événements explosifs à des fins diverses dans le développement et les essais d'armes nucléaires. Parmi ces détonations, des tests étaient axés sur l'évaluation de la préparation des troupes, l'évaluation des conséquences potentielles de détonation accidentelle et l'examen des effets des débris volants sur des cibles vivantes. Ces expériences ont été menées dans le but de mieux comprendre l'impact des explosions nucléaires sur le personnel militaire et l'équipement, ainsi que sur les populations civiles et les infrastructures. Ces tests ont été menés pendant une période de tension accrue de la guerre froide, avec les États-Unis et l'Union soviétique engagés dans une course aux armements nucléaires. Les informations recueillies lors de ces essais nucléaires étaient cruciales pour le développement et le perfectionnement de la technologie et de la stratégie des armes nucléaires à cette époque. Des documents déclassifiés mettent en lumière le rôle important joué par l'officier de sécurité Richard Mingus, chargé de la garde de plusieurs sites d'essais d'armes pendant ces explosions, dont l'un abritait la plus grande bombe atmosphérique jamais explosée aux États-Unis. Tout d'abord, nous devons discuter de son contexte historique pour dévoiler le paradoxe qui voile la zone 51. Les origines de la zone 51 remontent à l'ère de la guerre froide, caractérisée par une paranoïa accrue et une intense compétition pour la suprématie militaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pendant cette période, les deux nations ont classifié bon nombre de leurs découvertes scientifiques, notamment les avancées en matière de fusées, d'armement, d'efficacité énergétique et de production alimentaire. L'idée était que le savoir équivalait au pouvoir, et en protégeant ces secrets, ils espéraient obtenir un avantage. Cette culture d'une extrême confidentialité a joué un rôle central dans l'intense rivalité entre les superpuissances. Pour éviter le déclenchement d'une autre guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique ont fortement investi dans les technologies de surveillance, leur permettant d'espionner mutuellement et de recueillir des informations sur les avancées dans les domaines des avions et des armes. Par conséquent, les informations collectées et les outils de surveillance utilisés étaient traités comme des secrets nationaux hautement classifiés, accessibles uniquement à quelques personnes au sein des gouvernements américains et soviétiques. Ce niveau de secret a persisté des années 1940 jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991. Au sommet de la guerre froide, au milieu de l'intense rivalité et de l'espionnage entre les États-Unis et l'Union soviétique, un avion est apparu comme un symbole emblématique de collecte de renseignements, l'avion d'espionnage U-2. Cet avion de reconnaissance à haute altitude, conçu pour des missions secrètes en territoire ennemi, était une merveille de son temps, équipé de technologies de pointe pour capturer des renseignements inestimables. Dans cet essai, nous examinerons en détail le U-2, y compris son moteur, sa vitesse et son armement. Au cœur des capacités remarquables du U-2 se trouvait son moteur. L'avion était propulsé par un moteur turbofan Pratt & Whitney J75, une pièce puissante qui délivrait 17 000 livres de poussée. Ce moteur fournissait au U-2 la propulsion nécessaire pour atteindre des altitudes stupéfiantes. Le U-2 était conçu pour voler à des altitudes dépassant 70 000 pieds, bien au-dessus de la portée de la plupart des avions ennemis et des missiles solaires. À cette altitude extrême, il opérait dans la stratosphère raréfiée, échappant à la détection radar et à l'interception. Cette capacité d'altitude incroyable était essentielle pour sa mission principale: effectuer des missions de reconnaissance aérienne en profondeur dans l'espace aérien soviétique, souvent au-dessus d'installations militaires sensibles et de territoires.
Bien que le U-2 se concentrait principalement sur l'altitude et la discrétion, il n'était pas en reste en termes de vitesse. L'avion affichait une vitesse maximale d'environ Mach 0,62. C'était suffisant à l'époque pour le profil de mission du U-2, privilégiant l'altitude, l'endurance et l'évasion plutôt que la vitesse pure. Ce qui distinguait vraiment le U-2, c'était son endurance. Grâce à ses ailes fines et à sa conception efficace, il pouvait rester en volume pendant des durées exceptionnellement longues. Avec sa charge de carburant standard, le U-2 pouvait voler pendant plus de 10 heures sans ravitaillement et avec des nacelles de carburant externes, cette endurance pouvait être prolongée encore davantage. Ce temps de volume prolongé lui permettait de couvrir des territoires vastes lors d'une seule mission, capturant une multitude de renseignements grâce à ses caméras sophistiquées et à ses capteurs embarqués. Le U-2 n'était pas conçu pour combattre. Il comptait plutôt sur la discrétion et l'évasion pour éviter les rencontres ennemies. En tant que tel, il était généralement non armé lors des missions de reconnaissance. Cependant, le U-2 disposait de dispositifs d'autodéfense et d'évasion. Une caractéristique notable était sa capacité à larguer des contre-mesures électroniques. Ces nacelles ECM émettaient des signaux électroniques conçus pour brouiller ou confondre les systèmes radars ennemis et les missiles solaires, offrant une protection supplémentaire à l'avion lors de ses survols périlleux. En 1955, la CIA lança le projet Aqueduc pour trouver un lieu sécurisé et secret pour tester l'avion de reconnaissance U-2 hautement classifié. Cette recherche aboutit à une enquête approfondie, choisissant finalement la région du lac Groom dans le site d'essai du Nevada. Ainsi, la zone 51 devint l'endroit idéal pour tester le U-2. Qu'est-ce qui rendait cet endroit parfait? Il était éloigné, peu peuplé, et possédait un lit de lac sec qui fournissait une piste naturelle parfaitement adaptée aux besoins du programme U-2. De plus, le site fournissait une couche supplémentaire de secret et de protection pour les opérations de l'avion, en faisant un centre clandestin pour tester et faire progresser des avions de pointe. Pendant la guerre froide, des avions emblématiques tels que le U-2 et le légendaire avion de reconnaissance SR-71 Blackbird ont été développés ici. Le SR-71 est officiellement connu sous le nom d'avion de reconnaissance stratégique. Le développement a commencé en 1960 et le premier volume a eu lieu le 22 décembre 1964. Son apparence élégante et noire lui a valu le surnom de Blackbird. Alors que le U-2 était efficace, il était vulnérable aux missiles solaires soviétiques. Pour contrer cette menace, les Skunk Works de Lockheed, dirigés par le légendaire ingénieur Clarence Kelly Johnson, ont entrepris un projet top secret pour créer un avion capable de surpasser tout adversaire. Le SR-71 était inégalé en termes de vitesse et d'altitude. Il pouvait croiser à Mach 3,2 à 85 000 pieds ou plus. Sieuse capacité le rendait presque invulnérable à l'interception ou à l'attaque, et pour résister à la chaleur extrême générée à de telles vitesses, le SR-71 a été construit en utilisant des alliages de titane. La peau de l'avion a été intentionnellement conçue pour laisser fuir le carburant au sol, car les réservoirs de carburant se dilataient en volume en raison de la chaleur. Sa mission principale était la reconnaissance, équipée de caméras et de capteurs de pointe, pour capturer des images détaillées et des renseignements électroniques à des distances considérables. Le SR-71 est devenu opérationnel en 1966 et a servi pendant près de 3 décennies, subissant plusieurs mises à niveau. Il était basé sur plusieurs bases aériennes américaines, avec la base aérienne d'Okinawa au Japon comme lieu clé à l'étranger. Malgré ses performances incroyables, le SR-71 a dû prendre sa retraite inévitable au début des années 1990 en raison de contraintes budgétaires et de l'évolution de la technologie. Il a effectué son dernier volume en 1998. La zone 51 a été transformée de manière significative et est devenue un centre d'opérations technologiques aéronautiques et de renseignement. C'était également le terrain d'essai ultime pour des avions top secrets, y compris le célèbre A-12. L'A-12, faisant partie du programme Oxcart de la CIA pendant la guerre froide, était un avion de reconnaissance remarquable et hautement classifié. Sa conception unique
avec un fuselage central en forme de disque et une surface réfléchissante en titane, a suscité des témoignages intrigants. En raison de ses capacités extraordinaires, notamment des altitudes dépassant 85 000 pieds et des vitesses dépassant Mach 3, l'A-12 apparaissait souvent comme un objet volant mystérieux pour ceux non habitués à un volume à haute altitude et à grande vitesse. La surface réfléchissante en titane, conçue pour résister à la chaleur extrême, pouvait capturer et réfléchir la lumière du soleil de manière inhabituelle, contribuant à des observations ressemblant à des objets sphériques ou de type soucoupe volante. Les pilotes de ligne commerciale et d'autres observateurs qui ont vu l'A-12 lors de ces vols d'essais secrets ou de ces missions opérationnelles ont été laissés perplexes et ont parfois spéculé sur des objets volants non identifiés. L'existence et les missions de l'A-12 étaient enveloppées de secrets et ces vols étaient classifiés. Par conséquent, de nombreuses observations n'ont pas été immédiatement liées à cet avion top secret, alimentant le mystère entourant les ovnis pendant l'ère de la guerre froide. Malgré les préoccupations croissantes des citoyens, les responsables de l'armée de l'air, sachant que la plupart de ces observations étaient liées au test de l'A-12, étaient liés par des accords de non-divulgation et ne pouvaient pas partager ces informations avec le public. L'engouement pour les ovnis a commencé à l'été 1947 et quelques mois après l'observation de l'A-12, la division du renseignement G2 a envoyé des agents de renseignement à travers l'Europe pour retrouver d'anciens concepteurs aérospatiaux du Troisième Reich, Walter et Rimar Horton, pour confirmer s'ils avaient construit un disque volant. Beaucoup se sont demandé pourquoi la poursuite incessante d'un disque volant. Pendant plus de 10 ans, les théoriciens du complot ont examiné un dossier déclassifié, affirmant que le disque volant venait de l'espace. Plus intriguant, l'armée a confirmé avoir localisé les frères Horton, anciens concepteurs aérospatiaux du Troisième Reich, et un dossier a révélé que les Horton avaient admis avoir travaillé avec les Russes. Cependant, le document s'est brusquement terminé, et le reste de l'information est resté classifié. Selon une source, un véritable disque volant extraterrestre s'est écrasé au Nouveau-Mexique et impliquait les frères Horton. Le disque écrasé a été transporté à la base de l'armée de l'air de Wright-Patterson, puis transféré à la zone 51 en 1951, donnant finalement son nom à la base. La source prétend avoir été l'un des ingénieurs chargés de recevoir l'équipement et les individus à bord de l'engin, ce qui rend la révélation encore plus étonnante. De plus, des documents récemment déclassifiés ont révélé l'implication de la zone 51 dans le projet Have Donut, une initiative des années 1970 visant à étudier secrètement des avions de chasse MiG soviétiques capturés. Les vols se poursuivent à ce jour, avec un incident tragique en septembre 2017, où un lieutenant-colonel de l'armée de l'air est décédé dans un crash d'avion dans le Nevada en rencontrant des MiG-29 et Su-27. Le Pentagone était initialement réticent à identifier les avions, rendant ce cas encore plus déroutant. La zone 51 en tant que site militaire américain a été officiellement reconnue par le gouvernement américain en 2013 lorsque la Central Intelligence Agency a déclassifié des documents mentionnant la base et son emplacement. Avant cette déclassification, la zone 51 était un établissement hautement secret et classifié, et le gouvernement n'a pas publiquement reconnu son existence. Elle avait été le sujet de diverses théories du complot et spéculations pendant des décennies, mais sa véritable nature et sa raison d'être n'ont été confirmées qu'en 2013. Barack Obama, pendant sa présidence, a fait une brève déclaration sur la zone 51, reconnaissant son existence mais ne divulguant pas de détails spécifiques sur les activités classifiées. Lors d'une interview en 2013 sur Jimmy Kimmel Live, interrogé sur le fait s'il avait enquêté sur les ovnis et la zone 51, il a répondu humoristiquement en disant que les extraterrestres ne le permettraient pas et que si leurs secrets étaient révélés, ils exerceraient un strict contrôle sur nous. Bien que cette déclaration ait été légère et humoristique, elle a peu contribué à fournir des informations concrètes sur les activités classifiées de la zone 51. Il convient de noter que les présidents ont souvent un accès limité aux informations classifiées sur certaines opérations militaires et de renseignement, et les déclarations publiques sur de tels sujets sont généralement traitées avec une certaine prudence et discrétion.
La zone 51 a longtemps été enveloppée de mystères, donnant lieu à de nombreuses théories du complot. La plus populaire est la spéculation selon laquelle l'établissement abrite un vaisseau spatial extraterrestre avec les corps d'extraterrestres qui se sont écrasés à Roswell. Le gouvernement a cependant nié ces affirmations, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un ballon météorologique qui s'était écrasé. Néanmoins, certains rapportent toujours avoir vu d'étranges objets volants dans les environs, voire prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres et soumis à des expériences avant d'être renvoyés sur Terre. Mais la dernière découverte à la zone 51 va au-delà même des théories du complot les plus folles. Les scientifiques ont réalisé une percée au-delà de la compréhension humaine dans cet établissement secret. La nature de cette découverte reste hautement classifiée, laissant le monde spéculer sur son potentiel tant positif que nuisible. La question est de savoir si elle peut être efficacement contrôlée et exploitée. La zone 51 est toujours un établissement actif avec des travaux de construction et d'agrandissement en cours, comme en témoignent les images satellites. Les observateurs du matin peuvent voir des lumières particulières dans le ciel, mais il ne s'agit pas d'ovnis. Elles appartiennent à une compagnie aérienne semi-secrète, opérant sous le nom Janet, qui transporte des travailleurs de Las Vegas à la base, maintenant le secret entourant cet endroit énigmatique. Des spéculations ont été avancées, selon lesquelles des expériences de voyage dans le temps et le développement d'armes pouvant contrôler le climat et l'esprit humain seraient en cours à l'intérieur de ces murs secrets. Certains ont même prétendu que l'alunissage de 1969 était simulé à la zone 51, bien que cette théorie ait été réfutée à plusieurs reprises. Néanmoins, les théories du complot ont gagné encore plus de notoriété à l'ère numérique, grâce à des forums en ligne, des sites web et des plateformes de médias sociaux où les gens partagent leurs expériences et des preuves supposées soutenant leurs affirmations. La zone 51 a inspiré d'innombrables livres, films et émissions de télévision et est devenue un phare pour les passionnés d'OVNI, les théoriciens du complot et les curieux. Cette porte fortement gardée attire ceux qui espèrent apercevoir quelque chose au-delà de notre monde. Mais la plus grande spéculation concerne Aurora, un prétendu nom de code d'un prétendu avion de reconnaissance top secret, souvent associé à des observations d'objets volants non identifiés et de technologies aérospatiales avancées. Il a fait l'objet de nombreuses spéculations et théories du complot. Cependant, il n'existe aucune preuve concrète confirmant l'existence d'un avion appelé Aurora ou indiquant qu'il a été développé ou testé spécifiquement à la zone 51. Le terme Aurora a gagné en popularité dans les années 1980 et 1990 comme successeur possible du SR-71 Blackbird, capable de voler à des vitesses hypersoniques. Certains passionnés d'aviation et théoriciens du complot ont suggéré que l'Aurora pourrait avoir été testée à la zone 51 ou dans d'autres installations classifiées. Cependant, une confirmation officielle ou des informations crédibles concernant un tel avion restent à obtenir. Il est essentiel d'aborder avec scepticisme les affirmations concernant des avions militaires ou des projets secrets jusqu'à ce que des preuves concrètes émergent. De nombreux détails sur les programmes militaires classifiés restent cachés aux yeux du public, mais l'existence d'aéronefs spécifiques comme l'Aurora reste non vérifiée et spéculative. Le mystère de la zone 51 reflète la relation complexe de notre société avec le secret, l'autorité et la perspective alléchante de découvrir la vérité sur l'existence extraterrestre. La question demeure: découvrirons-nous jamais vraiment les secrets de la zone 51? Merci de regarder Voyager. Consultez la vidéo à l'écran pour plus de contenu fascinant comme celui-ci.